On a tous en tête cette image d'un colosse, vous voyez, une statue immense, faite d'or, d'argent, de bronze. Oui, une vision de puissance absolue, presque divine. Exactement. Quelque chose qui a l'air comme ça éternel, invincible. Et puis, on baisse le regard et on découvre le détail qui tue. Ses pieds. Ses pieds, faits d'un mélange instable de fer et d'argile. Eh bien, c'est cette métaphore incroyable, celle du géant aux pieds d'argile, qui va être notre fil rouge aujourd'hui. On va plonger dans une analyse qui pose une question assez radicale, en fait. Hmm. Et si la répression intellectuelle féroce de l'ère soviétique n'était pas, au fond, une démonstration de force, mais plutôt le symptôme criant d'une faiblesse idéologique? Une fissure dans les fondations? C'est ça. Une fissure qui, d'après les sources qu'on a consultées, expliquerait encore pas mal de choses aujourd'hui, surtout à la lumière des grands conflits actuels. Oui, et c'est une perspective qui change tout. On ne va pas se contenter de faire un simple cours d'histoire. L'idée, c'est vraiment de tisser un lien. Entre le passé et le présent. Tout à fait. Entre des schémas de pensée de persécution des esprits libres à l'époque et des vulnérabilités très concrètes, très actuelles. Cette image du géant, elle nous sert un peu de clé de lecture. Pour décoder en quelque sorte. Voilà, pour comprendre comment un pouvoir qui se veut monolithique peut en réalité se fissurer de l'intérieur. Précisément là où il refuse le débat, la critique et, finalement, la réalité. C'est ce mécanisme qu'on va essayer de démonter. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est une réalité historique. Glaçante. La persécution systématique des intellectuels, des scientifiques, des artistes par le régime soviétique. On parle du goulag, de la Grande Terreur, des internements psychiatriques. Une machine à broyer la pensée. C'est ça. Et la lecture classique, c'est celle d'un totalitarisme qui impose sa volonté par la force. Mais l'angle proposé ici est différent. Et si toute cette violence n'était en fait qu'un cache-misère? Pour une immense insécurité idéologique. Et c'est là qu'il faut se demander, mais pourquoi cette insécurité? La clé, à mon avis, c'est que l'idéologie marxiste-léniniste, elle ne se présentait pas comme une simple opinion. Ah non, c'était bien plus que ça. Elle prétendait être une science, une vérité objective, le fameux matérialisme dialectique qui pouvait prédire le sens de l'histoire, la marche inéluctable vers la société communiste. Le problème, c'est que la réalité, Elle est rarement docile. jamais. C'est ça. Le réel ne se laisse pas faire. Et quand lui fait, les famines atroces dues à la collectivisation, les pénuries, ou tout simplement le niveau de vie à l'Ouest venait contredire la belle théorie, Eh bien, le régime se retrouvait coincé, complètement. face à un dilemme impossible. Soit il admettait que les faits contredisaient la doctrine, et donc que la science officielle s'était trompée. Ce qui est impensable. Exactement. Si la science du parti se trompe, sur quoi repose sa légitimité à diriger? Tout le château de cartes menace de s'effondrer. Alors, entre la réalité et la doctrine, le choix était vite fait. Et il y a un exemple qui illustre ça à la perfection. Une histoire à la fois tragique et complètement absurde. L'affaire du lysenkisme. C'est l'exemple parfait, oui. Trofim Lysenko, c'était un agronome qui a, disons, bâti sa carrière en rejetant la génétique classique, la génétique mendélienne, la base de la biologie moderne. Mais pourquoi? Juste pourquoi? Parce qu'elle ne collait pas avec le dogme idéologique. Du coup, il a inventé une sorte de biologie prolétarienne, une pseudoscience qui promettait des récoltes miracles. C'était du délire sur le plan scientifique. Attendez, mais c'est fou, on parle de sacrifier la capacité à nourrir sa propre population sur l'autel d'une théorie politique. C'est un niveau d'aveuglement qui dépasse l'entendement. Carrément. Et c'est précisément le cœur du problème. La science, les faits, montraient que les théories de Lysenko étaient désastreuses pour l'agriculture. Mais au lieu d'adapter la théorie aux faits, ce qui est le b.a.-ba de la démarche scientifique, Ils ont fait l'inverse. ils ont adapté les faits à la théorie. Comment? En éliminant les porteurs des faits. Les biologistes, les généticiens qui osaient défendre la vraie science ont été dénoncés comme des saboteurs bourgeois, envoyés au goulag, certains exécutés. La loyauté à l'idéologie est devenue mortifère. La réalité doit se plier à la doctrine, pas l'inverse. Et j'imagine que cette logique ne s'est pas arrêtée au champ de blé. Non, bien sûr, elle a tout contaminé. Parce qu'au fond, si une idéologie est vraiment forte, si elle est sûre d'elle,
Elle devrait encourager le débat, non? Justement, elle devrait pouvoir prouver qu'elle a raison. Le régime soviétique, lui, vivait dans une peur panique de toute pensée concurrente. Un roman un peu complexe, une pièce de théâtre. Une découverte scientifique qui n'allait pas dans le bon sens. Tout était perçu comme une menace existentielle. D'où la censure omniprésente et ce contrôle total sur la culture. Exactement. Et ça allait même plus loin jusqu'à l'isolement physique. L'exemple des villes fermées comme Arzamas 16 est frappant. C'est quoi, ça? Des cités secrètes, rayées des cartes, où les plus grands cerveaux du pays, physiciens, ingénieurs, travaillaient coupés du monde. Le but était double. Protéger les secrets d'État, bien sûr, mais aussi s'assurer que leur génie ne soit pas contaminé par des idées extérieures. Et quand tout ça ne suffit pas, quand la censure et l'isolement ne marchent plus, il reste la terreur pure. L'étape d'après. Le recours à la torture, à l'humiliation. C'est présenté comme l'aveu ultime d'échec idéologique. C'est la reconnaissance que les mots ne suffisent plus. On ne cherche plus à gagner le débat. On cherche à détruire l'interlocuteur. Pour que l'idée meure avec lui. C'est un acte de désespoir intellectuel. Quand on en arrive à torturer un poète pour un vers, c'est qu'on a déjà perdu la bataille des idées. On ne contrôle plus les esprits, on ne contrôle que les corps. Et c'est là, je pense, qu'on commence vraiment à toucher du doigt la fragilité du colosse. Justement, on a cette machine de répression qui tourne à plein régime, basée sur la peur. Mais quel est le lien avec notre image de départ, ce fameux colosse qui a l'air si fort? Où se cache l'argile dans tout ça? L'argile, ce sont les conséquences. Les conséquences inévitables et destructrices de ce système sur le long terme. La tête en or, c'est la puissance militaire, les défilés sur la place rouge. Mais cette puissance repose sur des fondations qui sont rongées de l'intérieur. Par cette même répression. C'est la fuite des talents, le brain drain. Les esprits les plus brillants et les plus critiques finissent par partir, ou par se taire. Voilà. Soit ils fuient le pays, soit ils restent et pratiquent l'autocensure. Ils n'osent plus innover. Et à long terme, c'est un suicide intellectuel pour une nation. Elle se prive de son capital humain, indispensable pour le progrès. Le géant se prive de son propre cerveau, en fait. C'est exactement ça. D'accord. Mais on pourrait se dire que des régimes comme ça s'en moquent. Ils ont besoin d'ingénieurs obéissants, pas d'innovateurs qui remettent tout en question. Est-ce que c'est vraiment perçu comme une faiblesse? C'est une excellente question, Evely. Et la réponse est au cœur de la thèse. À court terme, le pouvoir ne le voit pas comme une faiblesse, mais comme une consolidation. Le problème, c'est que le monde, lui, continue d'avancer. Ah oui? Ce n'est pas un hasard si les grandes révolutions technologiques ont eu lieu dans des sociétés ouvertes. L'innovation de rupture, celle qui crée un Google, elle ne naît pas dans la conformité. Elle naît du droit de dire « votre idée est mauvaise ». Quand ce droit n'existe pas, on peut perfectionner des tanks, mais on n'invente pas le futur. Ce qui amène à une deuxième faiblesse structurelle. L'absence de ce que les textes appellent une rétroaction efficace. Ça sonne un peu technique, mais l'idée est assez simple. L'idée est cruciale. Dans un système ouvert, les dirigeants reçoivent en principe des informations qui leur permettent de corriger le tir. Si une politique est un désastre, les journaux, les experts vont le dire. Mais quand on tue le messager, on ne reçoit plus de messages. Et l'élite dirigeante finit par vivre dans une bulle informationnelle. On imagine un dirigeant qui pense sincèrement que tout va bien, parce que personne n'ose lui dire le contraire. C'est exactement ça. Et c'est un piège mortel. Imaginez un général qui a besoin de munitions. Son supérieur, pour ne pas faire remonter de problème, va rapporter que la situation est sous contrôle. Le message arrive au sommet complètement déformé. Et la décision est prise sur la base d'un mensonge. C'est comme piloter un avion avec des instruments truqués pour n'afficher que des bonnes nouvelles. L'accident est inévitable. Ce qui nous amène à la troisième fissure, le coût exorbitant du contrôle. Un régime basé sur la peur doit consacrer une part énorme de ses ressources à sa propre survie. Police politique, surveillance, propagande. C'est une sorte de taxe sur la peur. Une taxe qui draine l'économie. Tout cet argent, toute cette énergie mobilisée pour surveiller la population ne sont pas investis dans les hôpitaux, les écoles, la recherche. C'est un coût d'opportunité colossal. Année après année, ça mine la société de l'intérieur. Et c'est cette accumulation de faiblesses qui rend l'effondrement de l'URSS si éclairant pour l'analyse. Absolument. On le soulignait bien dans les sources. L'Union soviétique ne s'est pas écroulée sous les coups d'une invasion. Elle a implosé. C'est une faillite économique et morale. La chute du mur de Berlin, ce n'était pas une grande bataille. C'était des gens qui en avaient juste assez du mensonge, du décalage entre la propagande et leur vie. L'implosion a été morale avant d'être politique. Le géant était déjà mort de l'intérieur. Il ne restait plus qu'une coque vide. Et ce qui est fascinant,
c'est que l'analyse ne s'arrête pas à 1991. Elle suggère que ce n'est pas juste un accident de l'histoire, mais un schéma qui peut se répéter. Oui. Le conflit actuel en Ukraine est présenté comme un révélateur. En effet, les textes tracent un parallèle direct. D'abord, ce déficit d'innovation dont on parlait. On observe que l'économie russe peine à se diversifier au-delà des hydrocarbures et de l'armement, qui est lui-même un héritage de l'ère soviétique. La culture de la conformité encore. Elle limiterait la capacité à créer les écosystèmes dynamiques nécessaires aux technologies de pointe. Et le deuxième point, c'est une illustration presque caricaturale du problème de la bulle informationnelle. Plusieurs analyses suggèrent que les erreurs stratégiques du début de l'invasion y sont directement liées. C'est un cas d'école. L'hypothèse forte, c'est que l'information a été tellement filtrée en remontant la chaîne de commandement, Que le sommet de l'État a pris ses décisions sur une base complètement faussée. une évaluation irréaliste de la solidité du régime ukrainien, de la volonté de résistance de la population, de la réaction occidentale. C'est un système qui, par nature, punit les porteurs de mauvaises nouvelles et récompense les flatteurs. Exactement. Quand la critique est assimilée à la trahison, personne ne veut être celui qui annonce au chef que son plan est mauvais. Le résultat, c'est ce décalage catastrophique entre la carte et le territoire. Au final, on se retrouve face à un duel presque philosophique entre deux modèles. D'un côté, un système où la vérité est Un outil au service du pouvoir. la réalité et ce que le pouvoir décrète qu'elle est. Et de l'autre, un modèle qui, avec tous ses défauts, repose sur l'idée que la vérité est quelque chose d'extérieur, qu'on découvre par le débat, la confrontation. Et c'est là que l'analyse soulève une question fondamentale. Si un régime en arrive au point où sa survie dépend de sa capacité à nier la réalité, il se condamne à naviguer à l'aveugle. Il s'expose en permanence à des erreurs de jugement. En temps de paix, il peut parfois masquer ses erreurs. Mais en période de crise aiguë, une guerre, une pandémie, ces erreurs sont amplifiées de manière exponentielle. Elles agissent comme un accélérateur, érodant à toute vitesse les fondations du régime. Et confirmant une fois de plus sa nature profonde de géant au pied d'argile. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on met tout bout à bout, on a une ligne de continuité assez troublante Oui, entre la persécution des intellectuels sous Staline et les fragilités qui peuvent affecter un grand pouvoir aujourd'hui. La répression, ce n'était pas juste de la cruauté, c'était le symptôme d'une idéologie qui avait peur du réel. et en se protégeant de la vérité, elle a elle-même forgé ses propres faiblesses. Des faiblesses qui, des décennies plus tard, peuvent encore la hanter. C'est une grille de lecture vraiment puissante. Elle nous rappelle que la métaphore du géant au pied d'argile, ce n'est pas qu'une antiquité biblique, c'est un modèle presque clinique. Pour comprendre la dynamique interne des régimes autoritaires. Voilà. Elle nous montre que la véritable force d'une nation ne se mesure pas seulement au nombre de ses ogives nucléaires. La vulnérabilité la plus profonde peut venir de l'intérieur, du manque de liberté de pensée, du déficit d'innovation et de l'incapacité à entendre des vérités qui dérangent. Ce sont ça, les vraies fondations. Les véritables fondations d'une société résiliente. Et pour terminer, une dernière pensée, une question qui reste en suspens. Si un régime est confronté à ce choix permanent entre la vérité et sa propre survie, et qu'il choisit systématiquement sa survie en sacrifiant la vérité, quel est le coût à long terme de ce choix? Pas seulement pour ce régime qui se condamne peut-être à s'effondrer, mais aussi pour le reste du monde qui doit composer avec un acteur si puissant, naviguant à l'aveugle dans le brouillard de ses propres mensonges.